Mais en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est comme un pot pourri de toutes sortes de sujets reliés au télétravail. Puis, ce qui frappe d'abord, c'est que le télétravail, c'était pas fait pour tout le temps, ça. C'était fait pour un bout de temps, le temps de la pandémie. On voit que le 13 mars 2020, le gouvernement a décidé de l'urgence sanitaire, ferme les écoles, les garderies. En mars 2020, confinement à large échelle. Et puis, ça, c'est la loi sur la santé publique. Donc, on est dans un domaine de santé publique, des règles de santé publique. Moi, je me souviens d'avoir fait quelques entrevues dans ce temps-là, puis les questions, c'était toutes pareilles. Je suis obligé d'avoir le vaccin, je suis obligé de faire ci, de mettre mon masque, oui, non. Ça tournait autour de la santé. Bien là, c'est fini. Moi, il n'y a plus personne qui me pose ces questions-là. Les questions, c'est: je peux-tu rester en télétravail? Je suis obligé de retourner. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est vraiment frappant. Puis, on n'en parle plus personne. C'est drôle, c'est complètement évacué du discours. En fait, on est passé du monde de la santé, au sens pur du terme, au monde des relations de travail, puis de la santé-sécurité au travail aussi. Mais des fois, moi, j'aime le tennis, puis je me dis, c'est comme passer d'un tournoi sur terre battue à un tournoi sur gazon. C'est pas pareil, pantoute. La balle, elle ne résonne pas pareil, puis elle ne rebondit pas pareil. Puis en passant, là, j'essaye de suivre le conseil de la conférencière qui m'a précédé, de regarder tout le monde dans les yeux pour que vous me... en me disant, ils vont me trouver intelligent. Mais là, je ne suis pas sûr, mais là, ça va arriver. Bref, ceci dit, on change de terrain, dans le fond. Et une fois, je vois récemment un concert pour Félix Leclerc, puis Luce Dufault. Elle avait des trucs comme ça. Puis elle dit, je ne me rappelle pas des paroles, fait que je vais les jeter au fur et à mesure. Fait que j'ai envie de faire ça. Tu sais. Bon, donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est, télétravail, là, il y a une définition dans le petit Robert. Ça dit, c'est l'activité professionnelle exercée à distance, Caillot Coco, d'une entreprise grâce aux critères, aux outils de la télécommunication. Donc, il n'y a pas comme tel de télétravail. C'est quoi le télétravail? C'est des outils, puis on est à distance. Mais ça ne veut pas dire que c'est régi par les lois d'accident de travail ou de santé et sécurité au travail. Regardez de ce bord-là aussi. Là, la loi de santé et sécurité, la loi d'accident de travail, puis vous êtes tous des experts, là, vous le savez, ça fait référence à lieu de travail. C'est le lieu de travail qui va déterminer les droits et les obligations. Ce n'est pas le télétravail. C'est que vous faites du télétravail du travail à votre résidence, et ça s'appelle du télétravail. Cette notion-là, si je retrouve mon truc ici, comme je vous ai dit, ne changez pas le casse en plus. C'est pas défini à la LSST, mais la LTMP, pardon, mais la loi d'accident de travail va y référer. Par contre, c'est référé, c'est défini dans la loi de santé et sécurité au travail. Puis on voit, on est tous habitués à la notion d'un équipement, d'un établissement, mais pas à cette définition-là qui nous dit que le lieu de travail, c'est un endroit où, par le fait ou à l'occasion du travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction. Donc, c'est très large. Ça va au-delà du chantier de construction et de l'établissement qui sont définis par ailleurs. Donc, il faut avoir ça à l'esprit tout le temps. Puis, c'est sûr qu'à partir du moment où la résidence, dans le cadre du télétravail, devient le lieu de travail, bien, il va y avoir des impacts majeurs. Puis moi, mon discours, c'est de dire que ces impacts majeurs-là vont devoir être définis au fur et à mesure parce qu'ils n'ont jamais été prévus, on va voir tantôt, là. On n'a jamais prévu l'ensemble des problématiques que ça allait causer pour tout le monde, puis je dirais principalement pour vous autres. Un exemple de lieu de travail, l'article 28 de la loi des accidents du travail, c'est un article qu'on connaît tous, c'est un peu le cœur de la loi des accidents du travail sur la présomption. Une blessure présumée, une lésion professionnelle, est une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Donc, on voit la notion de lieu de travail qui est partout et qui, elle détermine des droits. Télétravail, elle ne détermine pas de droits.
milieu de travail détermine que la présomption va s'appliquer ou pas. Peut-être une précision, là, l'article 1 de la LSST, je l'ai dit tantôt, je ne le relirai pas, c'est une notion très large. Puis il y a un nouvel article qui est 5.1, sous réserve de toute disposition inconciliable. Des fois, on vient, on ne comprend plus ce que ça veut dire, là. C'est quoi qui est inconciliable? C'est très subjectif. En tout cas, sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux travailleurs qui exécutent du télétravail à son domicile. Qu'est-ce qui est conciliable ou pas? On a parlé ce matin des facteurs psychosociaux. Plus ça va être une préoccupation pour tout le monde. Je reviendrai tantôt, mais parmi les facteurs psychosociaux, l'idée de l'IRSST, puis des documents de la CSST que j'ai regardés, c'est qu'il faut qu'on rende notre monde heureux. On n'est pas fou personne, ça a bien du bon sens, ils vont rester plus longtemps. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, moi je suis chez nous, j'aime bien ça, puis je dis, parmi les facteurs psychosociaux, il faut que mon employeur me rende heureux. Bien, moi, je serais plus heureux chez nous tout le temps. Pas 5 jours, c'est-à-dire pas 2-3 jours, mais peut-être une journée, mais surtout pas au travail 5 jours. Donc, il y a là une problématique en lien avec ces dispositions-là qui n'ont pas été encore vraiment abordées de façon importante. Vous allez voir, il y a des décisions en regard du Code du travail qui commencent à sortir, là, en regard du lockout ou autre. Ce n'est pas si simple que ça. Mais en même temps, c'est le fun, parce que si ce n'est pas si simple, ça va nous faire de l'ouvrage à toutes nous autres pendant encore longtemps. Moi-même, je pensais élever mes enfants avec ça, mais là, je vais être rendu aux arrière-petits-enfants. Bon, alors, en matière de la TLMP, puis après de la LSST, en matière de faut pas, j'oublie ça, moi. Là. Bon. Les critères concernant les demandes d'indemnisation lors des lésions survenant à l'occasion du télétravail, dans le fond, c'est les mêmes qu'il y a 40 ans. Ça n'existait pas, le télétravail, mais il y avait d'autres formes de travail à distance, à la résidence. Les critères n'ont pas changé. Ces critères-là, c'est où est survenu l'accident de travail? C'est-tu d'un escalier? C'est-tu à l'extérieur? Il y a des cas pas pires tantôt, vous allez voir. Quand est survenu l'accident? En se rendant à la pause dîner, aux toilettes ou ailleurs? Quelle était la nature du lien d'autorité entre l'employeur et le travailleur? On change. Le travailleur était-il rémunéré lors de la survenance de l'événement? Ça aussi, c'est important. Mais les activités exercées lors de l'événement étaient-elles en lien avec le travail ou utiles à l'accomplissement de ce travail? Puis, bien entendu, ça, quand tu es avocat, tu dis toujours ça. Chaque cas est d'espèce, puis les critères doivent être pris dans leur ensemble. Puis moi, j'ai écrit quand même pas mal de volumes, mais à tous les 3 paragraphes, j'écrivais ça, parce que je n'avais pas envie de me faire citer contre moi quelque chose que je venais d'écrire. Ça. Il y a 2 exemples de ça que je veux donner, puis dans le fond, là, on aurait pu avoir un juge, le premier juge, il a dit blanc, mettons, puis le deuxième noir. Il aurait pu inverser ça. C'est tellement fluide que c'est difficile d'avoir des lignes directrices claires. Le premier exemple, la première question, c'est le fait de chuter dans l'escalier de sa résidence et ainsi de se blesser en se rendant au rez-de-chaussée pour la pause repas constitue un accident de travail. Donc, la personne est au 2e étage, elle descend sa cuisine, elle tombe, elle se blesse. Le juge a dit oui, c'est un accident de travail. Et vous avez la référence ici. Puis je vais vous lire un passage quand même. Pour ceux que ça intéresse, la décision, vous l'avez citée ici. Puis aussi, quelquefois, peut-être que ce n'est pas faire preuve d'humilité, mais j'ai repris, vous allez voir dans les notes, Chronique, Journal de Montréal, Journal de Québec, j'en fais régulièrement. Puis ces sujets-là, depuis 2 ans, reviennent, puis reviennent, puis reviennent. Fait que quand j'écris comme ça sur ce sujet-là, particulièrement ce jugement-là, bien, j'ai le droit à 450 ou 500 mots, tandis que là, j'en mets peut-être 50.
Fait que si vous faites mon nom avec le Journal de Montréal-Québec, vous allez les trouver, les articles, puis c'est beaucoup plus fouillé. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas toujours intéressant, mais il y en a des fois, c'était le fun. Il y en a un, à Noël l'an dernier, le titre, c'est un beau titre, je trouve. « Est-ce que le lancer de l'arbre de Noël est un accident de travail? » Pas pire, ça. Ils étaient tous sous après le party, puis ils ont décidé de lancer les arbres de Noël, puis il y a quelqu'un, malheureusement, s'est blessé. Ben non, c'était pas un accident de travail. Donc, le juge ici, Philippe Bouvier, des fois, tu regardes les noms des juges, tu dis, c'est sûr que lui va faire gagner. Puis l'autre, tu dis, c'est sûr qu'il va faire perdre. Ben, c'est ça qui est arrivé dans mes deux cas. La résidence privée devient certes le lieu de travail, dit-il. Notamment, c'est important, l'environnement circonscrit où le travailleur exerce ses fonctions. La loi ne prévoit pas de cadre d'analyse distinct de l'événement imprévu soudain, que celui-ci se produise à l'intérieur de la résidence ou dans l'établissement de l'employeur ou dans un stationnement ou ailleurs. Donc, ça, c'est des vieux principes. Il y en a un de la Cour suprême qui date de presque 100 ans. Donc, à l'exemple 1, on voit que la réclamation a été acceptée. L'exemple 2, maintenant, vous n'avez pas la référence, mais je vous la donne pour ceux qui s'intéressent, mais vous l'aurez enregistrée. C'est l'affaire Nancy Allard contre Promutuel du 2 mars 2023. Donc, c'est assez récent. C'est le cas d'une travailleuse en télétravail, dispose d'un bureau au sous-sol de sa résidence. Lors de son dîner, va manger à l'extérieur sur sa table de pique-nique. Après être retournée à sa cuisine, elle se blesse alors qu'elle se rendait de nouveau à l'extérieur. Ce n'est pas marqué, mais la juge dit qu'elle s'est penchée pour ramasser son téléphone cellulaire personnel et non pas du travail. Puis, elle en fait un événement majeur. Moi, des fois, j'en perds mon latin, je me dis, ça aurait pu être l'autre juge, il l'aurait accepté. C'est tellement, la ligne est tellement mince, c'est une question de perception puis de degré d'un ensemble de faits. Puis votre jugement est aussi bon que le jugement d'un juge. C'est une question d'appréciation simple, mais qui est complexe. Dans la jurisprudence, il y a des jugements de tous les bords. Il y en a énormément sur les pique-niques l'été. L'employeur a une table de pique-nique dehors, mais tu n'es pas obligé de manger là, mais tu peux aller manger au restaurant, puis là, il y a un accident, puis si tu ou pas un accident de travail, pas évident. La deuxième décision, celle que je viens de vous donner, là, celle où elle répond non, elle dit, après avoir nommé les paramètres qu'on a vus tantôt, aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif. Il faut apprécier l'ensemble des circonstances propres à chaque cas. Puis là, on a développé, c'est peut-être un point à retenir, une théorie, là, la théorie de la sphère professionnelle versus la sphère personnelle. Fait que suivant que vous êtes dans une sphère ou l'autre, mais quand vous descendez l'escalier pour aller aux toilettes, vous êtes dans quelle sphère au juste? Vous avez envie, par exemple. Mais je ne suis pas sûr que vous avez une sphère particulière. C'est dur à dire. Là. En tout cas, il faut bien rire un peu. Bon, alors là, j'essaie de voir des différentes difficultés d'application qui peuvent survenir à l'occasion du télétravail. Un des premiers qu'on voit, c'est l'assignation temporaire. Ce n'est pas évident de signer temporairement à la maison, mais en même temps, c'est pas évident pour un travailleur de dire, sais-tu, si je ne fais pas d'assignation temporaire, il va me rappeler au bureau. Fait que peut-être qu'une des solutions, c'est de dire, bien, écoute, on va ramener l'assignation temporaire au bureau, mais honnêtement, au-delà de ça, là, il y a une problématique. Comment appliquer l'assignation temporaire dans le cadre du télétravail à la résidence? Il y a une problématique importante, puis une problématique qui est coûteuse aussi, puisque ça sert également à déterminer vos coûts avec l'imputation. Il est important de noter que la mécanique de réadaptation qu'on a avec le projet de loi 59, elle ne parle pas de lieu de travail, mais d'établissement. Ça fait que là, il y a une ambiguïté, d'après moi, parce que lieu de travail comprend établissement. Qui comprend quoi, là? Mais je vais vous donner un exemple, c'est l'article 170. Ça dit, c'est le texte. L'employeur doit, sous réserve de la démonstration d'une contrainte excessive, collaborer à la mise en œuvre des mesures
qui doivent être réalisées dans son établissement. Donc, pas dans sa résidence, pas dans... Fait que si quelqu'un se blesse, il y a des limitations, puis là, on dit qu'il ne peut plus refaire son travail. Si on lit ça strictement parlé, on va dire qu'il ne peut pas être réadapté ailleurs que dans l'établissement de son employeur. Ça, j'ai hâte de voir si ça va tenir. C'est à suivre, ça, là. C'est une des difficultés. Puis, je pense qu'on est ici, puis vous êtes tous des spécialistes, pour se poser des questions, puis regarder c'est quoi qui s'en vient. Ça, là, le merveilleux monde du télétravail à la résidence, il va en avoir des problèmes. Pour la LSST, maintenant, on a fini pour la LATMP, la notion de lieu de travail et d'établissement se chevauchent parfois. Les notions de lieu de travail donnent parfois de drôles de résultats. Par exemple, mais riez pas de moi, là. Sinon, on va vous regarder dans les yeux, vous, là. Vous allez les baisser, là. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires. Puis là, il y a 51, il y a jusqu'au paragraphe 16. Pour contrôler la tenue des lieux de travail, pas de résidence, fournir les installations sanitaires, l'eau potable, faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques. Non, mais moi, je lisais ça, la parole. Je l'ai dit sans passant, on a eu des rencontres avec le ministre du Travail. J'ai dit, moi, là, si je mange mal, allez-vous venir m'assurer que je mange bien? Puis, à la limite, si ma toilette est bouchée, sanitaire, c'est mon lieu de travail, moi, je vais avoir besoin d'aide, là. Parce que j'ai des problèmes gastro-intestinaux. Donc, là, on voit que c'est pas fait pour ça. C'est sûr que cette loi-là, ces dispositions-là existent depuis 1979. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Il n'y avait pas de télétravail. Il y avait du travail. Mais le télétravail, là, les webinaires et tout ce kit d'affaires-là, ça n'existait pas pantoute. Ben, moi, par exemple, j'étais là. Fait que je peux témoigner que c'était pas fait pour ça, c'est clair, là. On arrive avec des obligations. À date, je connais personne qui a fait cette demande-là, mais connaissant les Québécois, c'est sûr qu'un jour, quelqu'un va y penser. Et puis aussi, je ne peux pas y en vouloir parce qu'il va y avoir du fun avec ça. Une fois, je faisais une conférence à Bécomo avec un gars qui a un stand-up comique connu, là. Puis après, j'ai fini ma conférence. Il dit, êtes-vous un stand-up comique? Il dit, non, je suis avocat, il ne m'a plus parlé. C'est un gars de rock et belles oreilles. Ça me revient. Bon, les pouvoirs de l'inspecteur. Ça aussi, c'est important d'en parler, là. Parce qu'on a un nouvel article 179.1. Un inspecteur ne peut pas pénétrer à la résidence, dans une maison, sans le consentement du travailleur, sauf si l'inspecteur est muni d'un ordre de la Cour l'autorisant. En passant, j'avais fait une chronique là-dessus, vous allez la retrouver, là, ça va beaucoup plus loin, parce qu'en réalité, sérieusement, s'opposent les droits individuels, puis les droits collectifs, puis les droits à la vie privée, puis les droits à la sécurité. Ce n'est pas si évident que ça. Quand deux droits s'affrontent, ça fait des flamèches, puis je dis, ça fait des honoraires. Bon, alors là, ça, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu arriver ça. Tout juge de la Cour du Québec, ayant compétence dans la localité, peut accorder l'ordonnance de rentrer à l'inspecteur s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le travailleur ou une personne se trouvant sur les lieux ou à proximité est exposé à un danger qui met en péril, pas qui est un risque, mais en péril, là, c'est grave, là. Je vais te couper la tête, là, je te mets en péril, là. Je vous regarde, là. Qui met en péril sa vie, sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique. Moi, c'est comme une disposition pour faire plaisir aux électeurs, là, tu sais. Un juge là, de la Cour du Québec sont habitués de juger en fonction des critères du droit pénal là-dedans. Parce que le principe, c'est que tu ne vas pas chez quelqu'un. Fait que j'imagine, même les policiers ont de la misère. Fait que là, il y a un brave inspecteur de la CNSST qui va voir le juge, qui n'a jamais vu ça, là, c'est des criminalistes. Puis qui regarde le texte, puis qui regarde, il va dire, ben non, moi, je n'aimais pas ça, là.
Moi, je ne mettrais pas ça, à moins de savoir qu'il y a un vrai péril majeur. Là. Puis, au lieu d'appeler l'inspecteur, appelez-le la police, ça va aller plus vite. Dans le fond, là, ça, c'est toute une perte de temps. En tout cas, c'est ce que je pense. Et puis, donc, on ne verra pas ça demain matin, mais des fois, il y a des aberrations dans la vie. Bon. Parmi mes commentaires, moi, là-dessus, tout ça relié, c'est que c'est difficile pour un employeur de mettre en place des mesures de prévention à la résidence parce qu'il y a trop d'obstacles. Puis, c'est pas facile. En passant, non, je reviendrai tantôt, il faut que je m'en garde. Je disais, puis c'est vrai, ça va être presque impossible de mettre des mesures de prévention à la maison. À part des chaises, là, on s'entend, le siège est-tu ergonomique, est-tu pas ergonomique, ça va bien. Mais quand c'est du plus sérieux, là, l'employeur ne voudra pas aller là non plus. Il va être obligé de payer quelque chose à chacun de tous ses employés. Il y a toutes sortes de sous-problèmes non réglés, mais intéressants. Bon, puis je le dis, là, la Cour du Québec, division criminelle, qui va entendre ça, va beaucoup hésiter à rendre une ordonnance pour amener un inspecteur. Puis, ça ne sera pas le réflexe. Ils sont habitués d'émettre des ordonnances pour permettre à un corps de police de rentrer quelque part, mais pas un inspecteur dont je n'ai rien contre ça, mais souvent qui est travailleur social, puis qu'il va là c'est vrai, là, j'en ai eu beaucoup, là. Fait qu'il va dire, vous faites quoi? Êtes-vous policier? Avez-vous... Non, moi, je suis ça. Bon, là... Il faut que je fasse attention. Bon, le cas particulier de l'article 51.16, ça aussi, c'est une autre affaire. Là, vous n'êtes pas encore levé pour que j'achève. Je suis correct, mais quand je vous vois là, je le sais, il faut que... Quand vous êtes debout, puis que... Ouais, quand vous enlevez... Il me reste 5 minutes? OK. Oh, ouf. 51.16, c'est l'employeur doit prendre les mesures nécessaires. On en a beaucoup parlé. Pour protéger la santé, il doit notamment, 16, prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique, psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. D'abord, moi, la première question que j'ai posée au ministre Poffin, j'ai dit, oui, mais d'un coup, c'est le travailleur qui fait le harcèlement, on fait quoi? Parce que ça dit juste que c'est le travailleur qui est victime. C'est pas l'autre. Puis la CSST n'a pas juridiction sur les non-travailleurs. En tout cas, il y a là une problématique. Puis, au fin du paragraphe 16, ça va loin. Dans le cas d'une situation de violence conjugale familiale, vous êtes tenu de prendre les mesures lorsque vous savez ou devez raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence. Je ne vois pas comment vous pouvez le faire. Puis moi, ce que je me dis, c'est que si vous le savez, vous n'avez pas besoin d'un texte pour le faire, c'est juste le gros bon sens. Si on apprend qu'un de nos travailleurs chez eux fait la misère à quelqu'un, moi, je ne commencerai pas à faire des enquêtes à n'en plus finir. D'un coup, vous allez là, puis vous dites, tu fais du tort, tu t'as prévargé sur ton mari. Elle dit, ben non, moi je travaille, puis qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es pas autorisé de rentrer. Tu sais, moi, employeur, j'hésiterais beaucoup à y aller, là. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre, cette disposition-là. On l'a vu beaucoup dans les médias, mais c'est quasiment comme l'autre disposition de tantôt. Honnêtement, en droit, je ne pense pas que ça vaut grand-chose, parce que ça n'arrivera jamais que vous pourrez, ou presque jamais n'existe pas, là, mais presque jamais que vous aurez la preuve pour affirmer qu'il y a eu de la violence conjugale ou sexuelle dans la maison. Surtout dans les grandes villes, dans les villages, les petites villes, il y a une usine, les gens se connaissent, mais Montréal, Québec, ça sera impossible. Donc, je pense que j'ai déjà fait mes commentaires. Je ne pense pas que la CNESST embarque. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens de la CNESST qui sont inscrits, mais c'est une tâche lourde pour eux, eux et elles, là, que d'arriver à gérer cet aspect-là de la question. Là, il me reste combien de temps? 25 minutes. Ah, j'ai le temps en masse de finir, même plus. Bon, alors, quelles sont les limites? Bien, c'est parce que j'avais prévu du temps pour les questions. Je pensais que c'était ça.
Quelles sont les limites légales? Ça, c'est des questions que j'appelle questions quiz. Quelles sont les limites légales au contrôle du télétravail? Encore là, il y a une chronique, c'est du 8 décembre 2020. J'ai tiré de ça. L'employeur doit utiliser les mesures les moins intrusives possibles pour contrôler et encadrer le télétravail. Une politique à cet effet ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour son exercice ou utiliser des méthodes de contrôle pouvant constituer l'intrusion dans la vie privée. Il y a beaucoup de logiciels maintenant qui peuvent le déterminer. Quand j'avais regardé ça de façon plus approfondie, j'ai été surpris de voir à quel point il y en avait beaucoup. Alors, est-ce que c'est faisable d'ajouter un système pour dépister votre travailleur? C'est limite. C'est limite. Vous pouvez vérifier. Est-ce que c'est le même résultat, le même input? Est-ce que c'est le même output? Est-ce qu'on arrive à la même chose? Vous pouvez le faire venir, vous pouvez y parler, vous pouvez adopter une politique. Mais vous ne devez pas aller au-delà de ce qui sont les droits fondamentaux d'une personne. L'autre, évidemment, maintenant, on la pose moins. Est-ce qu'un employé peut revenir, on peut le forcer à revenir au bureau? Je pense que je ne suis plus là pendant tout. Il faudrait que je revienne. Il va y avoir un cours sur le retour. Et voilà, c'est facile. Bon, un employeur peut mettre fin au télétravail pour toute ou partie de la semaine, puis on peut prévoir dans une convention collective ce qu'il y en est. Mais là, c'est juste la réponse légale. Dans les faits, ce n'est pas ça la vraie réponse. Là. Comment tu peux faire pour garder ton efficacité vis-à-vis de tes clients, de pouvoir garder ta main-d'œuvre, de la garder intéressée, de faire en sorte qu'elle ne parte pas, qu'elle reste, qu'elle évolue. Ça, c'est une réponse. Vous pouvez dire, vous revenez au bureau 4 jours sur 5, mais vous pouvez peut-être perdre 4 travailleurs sur 5. Je ne sais pas. Mais il y a des entreprises qui ont des directives d'être présentes 4 jours sur 5 en passant. Je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas personnellement de réponse à ça. Puis l'autre avait été abordé tantôt par une conférencière précédente, parce que quelqu'un m'a envoyé ça. Peut-on forcer un employé à laisser la caméra de son ordinateur en fonction lors d'une rencontre dans le cadre du télétravail? Oui, j'ai mis en principe, parce qu'il peut y avoir des exceptions. Quelqu'un peut avoir été, mettons, opéré au visage. Puis pour un certain temps, ce n'est pas montrable, ça se peut, ou brûler, oui, mais c'est une exception rare, rarissime. En général, vous pouvez le demander. Moi-même, je l'ai déjà demandé à une jeune collègue du bureau qui avait ça, et j'aimerais ça te voir. Puis là, je voyais que ça hésitait, puis ouais, mais là, j'insiste. Elle dit, attendez un peu. Puis elle est allée enlever sa robe de chambre, puis elle revenait habillée, tu sais. Non, mais c'est ça. Mais c'est sûr, on peut tout voir, là. Ceux qui ont donné des cours, moi j'en connais des professeurs de cégep, là. Je ne sais pas vous acquiescer, là. Ben moi, ma conjointe enseignait. Tu en avais des fois pendant la pandémie, là, il était couché dans le lit. Tu lui disais, ça te ferait-tu rien d'aller t'asseoir, puis disons à ton chum de s'en aller dans l'autre pièce. Bon, mais il ne voulait pas trop sortir parce qu'il n'était pas en gros pyjama, là, à pattes. Il n'était pas en pyjama à pattes. Est-ce qu'on peut forcer? Donc, oui, parce que ça fait partie des droits de gérance usuels, mais ça aussi, ça demande beaucoup de nuances. Toutes ces questions-réponses-là demandent beaucoup de nuances au-delà des blagues, parce que ça fait appel aux droits fondamentaux des gens, au droit à vivre une vie privée, dans le fond. On dit souvent, on disait que ta résidence, c'est ton château fort. Et là, on bat en brèche certains de ces droits-là. Fait que je ne suis pas sûr que ça va fonctionner tant que ça. Ouais. J'avais... j'oublie. Ça, c'est intéressant parce que c'est nouveau, puis je n'avais pas prévu nécessairement en parler, là, mais le Code du travail ne définit pas le terme établissement. Puis la question, c'était, parce que j'ai vu que, en regardant vos entreprises, je sais que plusieurs sont syndiqués, là. Est-ce qu'une salariée travaillant de sa résidence en télétravail
peut continuer à remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en local? Maudite belle question. Puis, le juge du tribunal administratif du travail, lui, bien, c'est vrai qu'il y a une définition d'établissement, puis ça ne comprend pas ça. Pas lieu de travail non plus. Par contre, il y aurait une logique là, que ça y échappe pas, mais quand les dispositions du Code du travail ont été faites sur cette notion-là, toute la question du télétravail n'existait pas. Fait qu'il finit par conclure, oui, il dit, là, pour le tribunal administratif du travail, l'établissement se déploie, c'est un beau mot, jusqu'à sa résidence. Fait qu'il dit, oui, ça s'applique. Mais la Cour supérieure a décidé le contraire. Le juge Philippe Bélanger, c'est assez récent, là, puis la dernière décision est de juillet récemment. Donc, la décision est renversée, puis si vous allez la voir, j'ai donné référence pour ceux qui s'intéressent, mais le juge de la Cour supérieure dit, bien moi, j'annule cette décision-là parce que peut-être que c'était le désir du tribunal du travail que ça soit compris, mais ce n'est pas ça qui est écrit. Donc, une interprétation étroite versus une interprétation large. On en est là. Puis, sûrement qu'il va y avoir un jugement de la Cour d'appel là-dessus, parce que le 25 juillet, il y a une permission qui a été faite, qui a été demandée au tribunal, à la Cour d'appel, pour que cette affaire-là soit entendue. Juste pour rappel, on a les tribunaux administratifs au niveau constitutionnel, comme le TAC puis les autres. Après ça, on a la Cour supérieure, à laquelle on peut s'adresser, mais pour des fautes lourdes, graves, et ainsi de suite. Et après, il y a la Cour d'appel, puis après, il y a la Cour suprême. Ça fait pas mal d'affaires. Ça, pour un avocat, là, c'est le fun. Là, je voudrais soulever, ça achève, là, peut-être avant les questions, là, 2 points. La première, c'est la loi 25, puis les dispositions protégeant la vie privée des Québécois auraient un impact sur le télétravail, puis les gens commencent à en parler. Puis c'est un peu oublié, ça. On sait qu'au bureau, là, tout le monde est là-dessus, dans les bureaux, là, puis là, la loi 25, puis il y a des spécialistes, puis on regarde ça. Mais moi, de mon côté, même dans le temps qu'on ne parlait pas de loi 25, au début de la COVID, je disais, mais j'en reviens pas. Tout le monde parle de confidentialité, puis c'est non fondamental. Tout le monde est chez eux dans la cuisine avec 2 ordinateurs. Ils vont en chambre de bain, ils ne ferment pas ça. Tu sais, au niveau de la confidentialité, là, des principes, qu'on aime ça ou pas, là, c'est large. Là. Il n'y a pas tant de monde que ça qui ont un bureau précis, qui ferme à clé, qui sont seuls à y aller, qui connaissent juste les codes. Il y en a probablement, mais moi, je n'ai pas vu que c'était la règle. Donc, ces questions de confidentialité-là, ce n'est pas grave quand c'est le court terme. Tu dis, on a une maladie majeure, il faut qu'on règle ça, il ne faut pas qu'on y passe tout le monde. Bien là, la confidentialité, on va faire notre possible, puis après ça, on verra. Mais quand ça s'installe dans la continuité, ça, c'est un autre problème. C'est un problème là, auquel vous allez devoir vous adresser, vous attaquer, parce qu'il est important. Puis il va être soulevé. On commence à voir les gens là, en parler. Puis finalement, ben, j'en ai parlé un peu, mais j'en reparle. Les facteurs psychosociaux et le télétravail. Peut-être que vous avez vu ou lu ou regardé un peu les travaux concernant le projet de loi 59, les modifications à la loi. Au début, ça passe, il y en a tellement, puis c'est tellement compliqué qu'on ne voit pas ça. Puis tout à coup, quelqu'un dit, ouais, mais le représentant en santé puis le comité de santé peuvent faire des recommandations sur les facteurs psychosociaux au travail. Ouais. Puis s'il y a une ordonnance, puis ainsi de suite. Fait que là, ben, à l'époque, j'étais allé voir, je suis retourné voir hier, hein, quels sont ces facteurs-là. Ça, c'est selon la CNESST. Mais en fond, c'est l'IRSST qui dirige les travaux sur cette question-là. Là. Mais il faudrait que le travail, là, si on veut respecter l'entièreté de ces facteurs-là, ait une autonomie, le travailleur décisionnel, une charge de travail conséquente à ce qu'il est, une justice organisationnelle, c'est-à-dire de l'équité entre les gens, les travailleurs, une reconnaissance à son travail, puis un soutien à son travail. Ce qui est en principe très bien,
Maintenant, comment tenir compte de ces facteurs-là dans le cadre du télétravail à la maison? Difficile, mais là encore, sûrement que quelqu'un va finir par le dire. Ou un représentant à la prévention, en santé et sécurité, l'ancien représentant en prévention, va écrire dans un rapport que les gens, tel secteur, ils sont mieux chez eux. Puis là, il arrive quoi, là, si l'employeur ne veut pas? Bref, des années de plaisir. Et bien, je vous remercie beaucoup parce que j'ai vu que mon directeur de conscience est debout. On est aux questions. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Maître Clich, vous aviez un peu plus de temps que les autres conférenciers, donc ça nous donne amplement de temps pour les questions. Parfait. Ben Monsieur? Là, je vois mon professeur. Là. Beaucoup pour votre conférence, Monsieur Oui. Clich. Très humoristique, mais en même temps, beaucoup de vérité dans ce que vous avez dit au niveau des règles. J'ai lu 4 jurisprudences sur le télétravail jusqu'à maintenant. 2 ont reconnu l'accident de travail et 2 ont refusé l'accident de travail. Et je tiens juste à vous dire, monsieur, je vous écoutais parler, puis actuellement, j'ai une étudiante qui est à sa 2e année de maîtrise à l'université, et son titre, « L'effet du télétravail sur le stress psychologique des gestionnaires ». Alors, je tiens juste à dire aux gens que la science, comme vous avez dit si bien, il y a de l'évolution, mais c'est nouveau au niveau juridique. Mais je pense qu'il ne faut pas arrêter la recherche et la science là-dedans pour justement découvrir qu'est-ce qui se passe dans nos paramètres. Ouais. Parce que même si vous aviez dit que c'était difficile, il y a une vérité, c'est réel et contextuel actuellement. Puis il y a des employeurs actuellement assis ici qui ne savent pas trop quoi faire avec ça. Et dans les 2 jurisprudences qui ont accepté, un, c'était de débouler les escaliers, c'était pour aller chercher le lunch et non pas pour faire pipi. Puis l'autre, c'était au niveau des épaules par rapport à un mauvais ajustement ergonomique. On était rendu avec des livres sur la table. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des choses à nous dire au niveau des jurisprudences. Bien, il y en a pas. À la fois, il n'y en a pas tant que ça dans le cadre précis du télétravail, mais dans l'ensemble de ce qui est une blessure au travail, quand on n'est pas dans son établissement, il y en a beaucoup, là. Puis c'est les mêmes principes. Puis il y a encore beaucoup de flou, malgré des années de discussion à ce sujet-là. Mais j'apprécie, on en a parlé tantôt tous les deux, le sujet va être intéressant pour tout le monde parce qu'on on a moins focusé les études sur la gestion que sur les travailleurs, mettons, puis la santé. Les gestionnaires, on a peu examiné leur situation. Oui, M. Clich, puis par rapport à mon point de vue ergonomique, faire des analyses ergonomiques virtuelles, je n'y crois pas. Ouais, c'est un bon point, exact. C'est vrai. Merci. On va aller à l'autre micro. À toi. Tu n'as pas de micro? Bien, je vais t'en fournir un, moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Clich. 2 commentaires, en fait. Puis je suis content que vous ayez abordé la question de la... En fait, il y a 2 décisions sur la question de la notion d'établissement en vertu de l'interprétation de l'article 109.1 du Code du travail. Il y a eu la décision du groupe CRH, Unifor. Donc, première étape, on a accueilli au TAT, on a renversé en cour supérieure. Mais il y a eu une 2e décision qui a été rendue à cet égard-là, où on a eu... ça a été accepté au TAT, puis ça a été confirmé en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Les 2 décisions vont d'ailleurs être portées en appel, l'une du côté syndical, l'autre du côté patronal. Puis il y a fort à parier. Si on se fie aux commentaires du juge Collin là, dans la décision du groupe CRH, une des raisons pour laquelle il arrivait à la conclusion que c'était une décision qu'il jugeait déraisonnable, c'était du fait que le tribunal venait se substituer au législateur en venant interpréter la notion d'établissement. Donc, il y a fort à parier que ces 2 décisions-là, une fois qu'on aura franchi la cour d'appel, j'ai comme l'impression que ça pourrait bien se rendre en Cour suprême, hein, vous l'avez bien dit. On est dans du droit nouveau, puis là, c'est intéressant parce qu'on a un conflit jurisprudentiel, on a 2 décisions de la part des tribunaux supérieurs qui viennent en contradiction, ce qui est souvent le cas là, quand on arrive dans une espèce de milieu non exploré. Mais je pense qu'en matière de santé, sécurité, d'une part, c'est important de noter qu'on ne sera peut-être pas d'accord pour les raisons pour lesquelles la loi 27
est inadapté. Il y a une chose est certaine, la loi 27, lorsqu'elle a été appliquée, a fait complètement fi de cette notion de télétravail-là en matière de santé et sécurité, puis ça va juste continuer de s'accentuer dans les prochaines années. Donc, je pense que c'est important de suivre ces cas juridiques-là, donc sur la question de notion d'établissement, parce que c'est sûr que ça va se répercuter dans notre travail en matière de santé et sécurité. La deuxième chose que je voulais mentionner, au-delà des anecdotes, là, c'est important d'en rire, comme disait le feu Reader's Digest, rions un peu pour les plus vieux d'entre nous, mais c'est qu'il faut aussi faire la distinction entre les gens qui se retrouvent en télétravail par choix, hein, parce que suivant la post-pandémie, on a, puis du côté syndical, on est allé négocier des ententes où il y avait du travail hybride, puis beaucoup de nos travailleuses le demandent, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où les employeurs les ont forcés, ils ont tout simplement fermé les bureaux, ils les obligent à être en télétravail. Fait que ça, je pense que dans le travail qu'on va avoir à faire, qu'on a à faire en matière de santé et sécurité, ça va être important de le regarder. Parce que oui, ça ne sera pas simple, ça va être complexe. Puis je fais du pouce et j'en suis là, les commentaires du professeur Côté, c'est ça, hein? Je ne veux pas le débaptiser. C'est bien ça, hein? Mais ça va être important de suivre ça parce que sur les questions des enquêteurs, sur la question on parlait des risques psychosociaux, il y a énormément de stress psychologique qui vient avec ça. Les notions d'isolement aussi, un peu ou pas de supervision, peu ou pas d'environnement social. Donc, comme coordonnateur, coordonnatrice santé-sécurité, comme responsable santé-sécurité, il ne faut pas revirer ça du revers de la main parce que ça va être important parce qu'on a des travailleurs, des travailleuses qui sont en détresse à la maison. Au-delà, évidemment, des cas anecdotiques, des lancers de sapins de Noël ou des cas de robe de chambre. Là. Mais merci beaucoup pour votre présentation. C'était fort intéressant. Mais sur le premier point, j'aurais quand même un commentaire. Moi, je pense que la décision du tribunal du travail est mieux fondée. Il n'y a pas de logique que parce que tu es chez vous en télétravail, la loi ne s'applique pas à toi puis tu puisses continuer. Je trouve que ce n'est pas logique. Le deuxième point, c'est qu'on pourrait peut-être plus facilement changer la loi. Ce serait beaucoup plus simple et régler le problème que d'attendre qu'on aille jusqu'en Cour suprême encore des années. Là. Ça devrait être... mais les gouvernements n'aiment pas ça. Il y a mieux de dire le tribunal va régler la cause, puis moi, je vais dire c'est le tribunal. Voilà. Merci. Monsieur, à l'autre micro. Oui, bonjour. Moi, je me demandais pourquoi c'est un si grand débat le télétravail, parce qu'en essence, il existe depuis les années 70. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillaient pas à la maison, qui étaient tout le temps sur la route. On prend tous les métiers de transport, d'aviation, d'agent de bord. Et puis quand j'étais jeune, j'avais des amis qui avaient des mamans qui travaillaient à la maison, où l'employeur amenait un travail à la maison, et elle travaillait de la maison quelques heures, en plus de s'occuper de la famille, puis tout ça. Donc, ça existe, ce concept, depuis bien des années. Le télétravail, comme on le connaît aujourd'hui, il est nouveau, mais ce n'est pas nécessairement une nouveauté depuis la pandémie. Alors, j'essaie de... La différence maintenant, c'est que c'est encadré beaucoup plus. Puis il y a des nouveaux droits qui n'existaient pas. On parle des droits psychosociaux ou d'autres qui vont s'appliquer au télétravail. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui s'appliquait, là. Il y avait des postes réguliers comme l'aviateur, où c'est sûr, là, que pilote, tu vas ailleurs. Mais il n'y avait pas de disposition comme on a là. Il n'y avait même pas de loi de santé et sécurité au travail. Fait que vous avez raison. Mais vu l'arrivée de nouvelles dispositions législatives, il va y avoir des changements là-dedans. Mais ce n'est pas nécessairement pour le pire. Ça peut être pour le mieux aussi. Ouais. Non, je comprends ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça date de longtemps. Oui, mais oui. Il y a des représentants en assurance qui existent dans les années 70, qui existent tout le temps aujourd'hui, puis leur façon de travailler n'a pas nécessairement beaucoup changé. Et ils évoluent dans leur métier selon l'évolution de la loi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau à gérer. Si ces gens devaient être pris en charge au cours de toutes ces années, on a juste un bassin de personnel supplémentaire qui font du télétravail, mais c'est le même principe. Beaucoup de ces gens-là, quand même, sont des travailleurs autonomes, puis il y a des dispositions qui les concernent là, aussi. À suivre. Merci. Merci. Ça fait le tour. Oui, venez, monsieur. Je vous prête mon micro.
Merci. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. C'est parce que quand on dit télétravail, c'est comme travailler à distance, mais pas forcément à la maison. Donc, je peux être au camping, je peux être à bord de la plage, je peux être au Mexique. Mais ça, cette question n'a pas été abordée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a. Bien, la définition, c'est télétravail. La définition, c'est un lieu de travail. C'est où quelqu'un se trouve par le fait ou à l'occasion de son travail. Est-ce que si vous êtes au Mexique en vacances, vous ouvrez votre ordinateur une demi-heure, une heure et demie, vous vous blessez, pas sûr que vous êtes que le tribunal va décider que c'est votre lieu de travail, là, en télétravail. Pas sûr. Ça va faire un débat. Mais ça fait partie du débat. Jusqu'où ça va? On voit là, est-ce que vous êtes dans votre sphère privée ou la sphère de travail quand vous êtes? Ça dépend. Parce que si, par contre, vous êtes là-bas, votre employeur vous a dit, ben oui, j'en connais, tu vas aller au Honduras, tu vas passer 3 mois là, puis tu vas travailler de là. Bien là, c'est son lieu de travail. C'est parce qu'il y a des compagnies qui acceptent de travailler en dehors des frontières. Il y a des compagnies qui n'acceptent pas. Ben, c'est parce que quand tu acceptes, c'est difficile, d'après, d'exercer un contrôle sur ce qui se passe, ce qui arrive. Il y a des difficultés aussi d'assurance. Est-ce que la LATMP s'applique, sans embarquer là-dedans? Il y a beaucoup de difficultés pratiques. Mais ça se fait. Okay. Merci. Merci, monsieur. On a encore un peu de temps. Il nous reste un petit 6 minutes avant 16 heures. À vous. Ma question, c'est les droits, les responsabilités du travailleur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui précise quand le travailleur est en télétravail, mettons, à domicile, il y a quand même des responsabilités par rapport à sa santé et sécurité? Y a-t-il des choses qui ont été précisées parce qu'on parle beaucoup de l'employeur? Il n'y a pas grand-chose dans la loi où on dit, sauf que l'article 50 de la loi sur la santé et sécurité au travail dit que le travailleur doit prendre les mesures pour se protéger. Commençons par ça. Donc aussi, il doit agir d'une façon raisonnable. Là. Il ne peut pas être chez eux puis faire n'importe quoi. Là. Mais en soi, il y a ça pour les travailleurs, puis le reste pour les employeurs, sans prendre parti. Là. Ouais. C'est les mêmes règles qu'au bureau. Il n'y en a pas d'autre. Merci. Charles, je sais, je suis tannant, là, je reviens, mais c'est parce qu'on avait 5 minutes, fait que ça me brûlait un petit peu l'esprit. Lorsque j'ai fait mes lectures, Maître Clich, surtout au niveau santé psychologique des travailleurs, je tiens juste à informer le public aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser, ou le moins possible, laisser un travailleur 3 jours seul à la maison, en télétravail. Au niveau, on est un être grégaire, on est un être qui est supposé être socialement... et lorsqu'on est isolé, il y a des gens qui vivent bien isolés, là, mais la plupart du temps, quand on prend 1000 sujets, il y aurait des problèmes de santé psychologique plus accrus pour quelqu'un qui reste plus que 3 jours isolé seul. C'est juste ça, je veux dire. S'il y a une famille, ça va bien aller, là. S'il y a du monde à la maison, mais il ne faut pas être isolé seul pendant plus que 3 jours pour le télétravail. Je tenais à le dire. C'est pas moi qui dis ça, dans le fond. On fait des lectures, on essaie de comprendre c'est quoi la Il y a beaucoup d'études là-dessus. Ici, aux États-Unis, puis en Europe. Partout. Merci. Bon. Ah, on a une autre personne. Allez-y, madame. J'ai une question par rapport aux accidents du travail qui arrivent à la maison. Lors d'une enquête d'accident, on doit identifier les causes de l'accident, puis les mesures correctives que l'employeur doit mettre en place pour que l'accident ne survienne pas encore une fois. Comment est-ce que l'employeur a l'emprise sur les mesures correctives qu'il doit mettre en place? Mettons la personne qui chute dans les escaliers. Je n'ai pas compris, la personne qui? Chute dans les escaliers. OK. Comment est-ce que l'employeur peut mettre en place des mesures correctives sur un lieu du travail qui appartient à la personne? Ouais, c'est le problème. C'est un gros problème. Puis il faut qu'il rentre aussi, il faut qu'il ait accès à la maison. Si la personne dit « je ne veux pas que tu viennes », vérifier. C'est peut-être pas vrai non plus. C'est peut-être vrai. Si vous y allez, puis ça fait 2 semaines, puis ou vous y allez, puis le travailleur vous permet d'y aller rentrer tout de suite, mais là, ça va mieux. Là. Fait que ces problèmes-là, on en a parlé tantôt, c'est ça. Ça va être ça, les problèmes. Les problèmes de preuve. Oui. J'ai une deuxième question, peut-être c'est hors contexte.
Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, maintenant avec le télétravail, les employeurs, est-ce que peuvent faire appel à des personnes qui habitent dans d'autres pays pour effectuer des tâches qui peuvent être effectuées à distance en télétravail, sans qu'ils soient... Là, c'est un monde complexe, hein, en passant. Puis ça existe déjà. Il y a des entreprises au Québec qui font affaire avec des entreprises, mettons, en Roumanie, je sais, parce qu'il y a une formation académique qui est élevée, puis c'est des ingénieurs. Puis Canam, notamment, c'est pas un secret, là. Et donc, puis d'autres entreprises, Premier Tech, puis... mais à chaque fois, ce n'est pas nécessairement leurs employés, là, c'est des sous-traitants là-bas. Si je fais affaire avec des employés au Guatemala, qui résident au Guatemala, puis qui se blessent là, ce n'est pas parce que je les paye que ça devient mes employés puis qu'ils ont le droit à tout, là. Ça dépend du genre de contrôle exercé puis de ce que je fais. Par contre, pour les Québécois qui vont ailleurs, il y a des dispositions dans la loi des accidents de travail. On est dans l'indemnisation, là. Si tu pars moins que quelques années, là, ben, tu es couvert. Ça, il y en a eu beaucoup à un moment donné qui allaient en Algérie travailler, des Québécois, ou ils allaient ailleurs. Puis là, ils étaient couverts par la loi s'ils se blessaient. Mais dans votre cas, ça commence à être loin, là. Ouais, si tu es fait travailler dans leur pays puis qu'ils ne viennent pas, tout ce qu'il y a, c'est un contrôle sur le produit fini. Je ne pense pas que... On pourrait même dire que ce n'est pas leurs employés, là. À moins qu'il y ait quelqu'un sur place, du Québec, puis que là, à ce moment-là, ça va être la loi du pays qui va s'appliquer. S'il y en a une. Merci. J'en prie. Merci. Alors, Maître Clich. Il ne reste plus de temps, là. Non. C'est fini, là. C'est ça. Hey, merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas perdu votre humour. Merci beaucoup. Merci. Merci.